La Melle, je passe très rapidement, mais donc c'est 95 communes et 1,2 million d'habitants. Ce qui est intéressant sur le fait qu'on soit 95 communes, c'est qu'en termes de gouvernance, tout de suite, ça ajoute son complexité. Et que dans les communes, on va avoir des groupes bétois, donc des gros pôles qui savent très bien gérer les questions de nature. Et après, on va avoir beaucoup de très petites communes où là, ça va être plus compliqué parfois d'avoir une ingénierie assez forte sur les questions de nature et de biodiversité. En termes de répartition du territoire, on a la moitié du territoire qui est dédié à l'agriculture et à une agriculture plutôt intensive. Et quand on regarde la répartition des arbres, des arbustes et des herbes sur le territoire, on est vraiment une métropole qui est très faiblement boisée. Et même dans les communes rurales, il y a très peu de boisement. C'est ce qu'on essaie de montrer par cette carte. Donc, on voit le cœur urbain qui est vraiment plutôt en gris, avec certaines colonnes, certaines poches assez qualitatives. Voilà, c'est la ville, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, et le parcours du Héron à Villeneuve d'Ascq. Mais après, c'est vrai que même dans nos communes rurales, on n'a pas forcément des espaces très qualitatifs en termes de biodiversité. Donc, le plan climat de la Melle vient d'être adopté, il a été adopté en février. Il est en 3 piliers, donc pour une métropole qui est neutre en carbone, résiliente et solidaire. L'aspect de solidarité est important pour notre territoire et un peu le marqueur de notre territoire. Et la neutralité carbone, c'est ce qui comprend tout ce qui est aussi sobriété, pour faire écho au PTAET du SCOT de Douai. Donc la question de la résilience est centrale pour nous aujourd'hui parce qu'on va se concentrer sur la question de l'adaptation au changement climatique. Et si évidemment il y a des liens avec l'aménagement, c'est vraiment dans ce pilier résilience du territoire que les actions de nature en ville et de nature tout court s'inscrivent. Donc, quels objectifs on s'est fixés dans notre plan climat air énergie territoriale en lien avec l'adaptation? Donc, si je vais le dire, ce n'est pas des objectifs chiffrés. Et c'est un peu le parent pauvre dans notre CFE, c'est-à-dire qu'on a des objectifs chiffrés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de production d'énergie renouvelable, tout ça c'est très bien calé, en termes de réduction des émissions de polluants, mais sur l'adaptation au changement climatique, pas d'objectifs chiffrés. Pourquoi? C'est aussi parce que le cadre réglementaire ne pousse pas à avoir des objectifs chiffrés. On a quand même l'ambition dans les 2-3 ans qui viennent de vraiment se fixer des objectifs chiffrés pour avoir et renforcer ce volet adaptation qui est important. Nos objectifs sont des objectifs plus d'ambition. Donc notre ambition c'est de mieux gérer les risques liés au changement climatique, de réintroduire la nature et l'eau dans les milieux urbanisés et de préserver la ressource en eau. Et pour ça, on a 4 actions principales en lien avec l'adaptation. 2 dont je vais parler aujourd'hui, donc c'est développer la végétalisation et la nature en métropole et préserver la biodiversité, et renforcer la prise en compte des enjeux climat, énergie, santé dans les documents de planification et les politiques d'urbanisme. Il y a un peu plus de concret. La première action, pour l'instant, elle est vraiment encore très au niveau stratégique, mais elle descend assez peu dans le concret. La deuxième action est beaucoup plus concrète, on a déjà commencé à la mettre en place. Il y a aussi l'ambition de protéger la population face aux risques climatiques et de garantir et de mieux gérer la ressource en eau. Donc, premier sujet, développer la végétalisation et la nature en métropole et préserver la biodiversité. Donc, les enjeux du changement climatique pour la mer, on a déjà parlé de l'effet d'eau de chaleur urbain sur la métropole lilloise. Là, on a une cartographie qui a été faite par Météo France qui simule l'effet de chaleur urbain lors d'une période chaude de l'année 2015 et qui estime que le cœur urbain il y a une surchauffe de 5 degrés par rapport aux espaces ruraux. Il faut savoir que l'effet de chaleur urbain à Lille il est très fort. Par rapport aux autres villes françaises et par rapport à certaines villes du Sud, il est beaucoup plus fort. Pour plusieurs raisons, parce que l'île n'a pas du tout été conçue pour faire face à des fortes températures comme certaines villes du Sud, qui gèrent mieux le vent, où il y a plus de végétation.
Et c'est une ville extrêmement dense, c'est un territoire extrêmement dense, extrêmement artificialisé. Donc l'effet îlot de chaleur urbain, il est particulièrement marqué sur l'île. Et de façon générale, les villes sont plus vulnérables face au changement climatique parce qu'elles se réchauffent plus et plus vite. On est déjà à un réchauffement de 2 degrés à Lille, alors que globalement, on est plutôt sur un réchauffement mondial à 1 degré. Et les villes représentent une forte densité de population, donc plus de personnes vulnérables. Bon, les gros enjeux du changement climatique qu'on constate déjà aujourd'hui, c'est par rapport à l'évolution du cycle de l'eau. Donc on a une grosse problématique de ressources en eau, tant en qualité qu'en quantité. On est une ville du Nord, mais on a une image des villes du Nord qui n'ont pas de problématique en eau, mais sur notre territoire, c'est vraiment très marqué. On a eu des années 2007, 2018, 2019 particulièrement sèches, avec des problématiques de qualité. Donc même à un moment, l'eau est devenue impropre à la consommation en lien avec un polluant pour les femmes enceintes et pour les nourrissons. Vraiment, il y a une problématique importante liée à l'eau. On a aussi un risque d'inondation, comme ici, c'est partagé avec le site que vous avez soulevé. La problématique du retrait-gonflement de l'énergie pour les maisons, avec beaucoup de communes sur la métropole qui sont en catastrophe sanitaire en catastrophe naturelle suite aux sécheresses qu'on a vécues ces derniers temps. En termes d'impact sanitaire, donc, il y a une augmentation des vagues de chaleur et de l'effet de chaleur contraint. Ça on en a déjà parlé. Et il y a une aggravation aussi de la question de la pollution atmosphérique et des maladies allergènes, donc en lien avec le pollen, et des maladies respiratoires et cardiovasculaires avec cette pollution. Et du côté des milieux naturels et de la biodiversité et de l'agriculture, on a une fragilisation des milieux naturels, des espèces parasites et invasives qui sont favorisées, des rendements agricoles qui sont perturbés. Alors, à court terme, avec des températures plus fortes, ils peuvent être meilleurs, les rendements agricoles, mais à long terme, il y a un stress hydrique tel qu'il y a forcément des conséquences plutôt négatives sur les rendements agricoles sur notre territoire. Et ça, c'est vraiment les enjeux constatés aujourd'hui. On peut aller plus loin sur la définition de ces enjeux, si on pose la question de la résilience de nos infrastructures. Voilà, c'est quelque chose aussi qu'on veut renforcer quand on mettra à jour le volet adaptation du plan climat. Quand on regarde ces enjeux, la nature apporte des solutions pour chacun de ces enjeux. Donc il faut vraiment s'appuyer sur les solutions qu'offre la nature, en repensant la place de l'eau et de la biodiversité sur le territoire métropolitain, en pensant le territoire comme un écosystème métropolitain en lien avec les composantes de son territoire et avec les spécificités de son patrimoine paysager et naturel. Et il faut tenir compte des relations multifonctionnelles et des différentes modalités d'habiter l'espace et d'y produire, et où le non-bâti prend aussi une signification importante. Donc, vraiment, un des points qui est important pour nous, c'est de lier la question de l'eau avec la question de la nature. Pour nous, c'est indissociable, parce que pour faire correctement pousser de la végétation dans le contexte actuel, il faut forcément se poser la question de l'eau, et en milieu urbain, vraiment penser là où on plante. Il faut aussi penser à comment on gère l'eau et comment on s'appuie sur la question intégrée des eaux pluviales pour ne pas avoir à arroser des espaces, ce qui serait contre-productif, surtout en période de sécheresse. Voilà. Vraiment, on lie la question de l'eau et de la nature dans notre approche par rapport aux questions du développement de la nature. C'est résumé là. Donc, je vais faire un petit zoom sur le rôle climatique de la nature. On en a déjà parlé un petit peu, mais pour assurer le conformité des métropolitains et contrer l'effet d'îlot de chaleur urbain, il n'y a pas mieux que les arbres et que la végétation, parce que l'arbre se comporte comme un climatiseur naturel, pour peu qu'il soit correctement alimenté en eau. Sans eau, il ne peut pas être transpiré, donc vraiment la question de l'eau elle est assez centrale. Voilà, et en plus il y a un effet d'ombrage et un effet de les feuilles de la cime de l'arbre réverbèrent le soleil, donc vraiment permettent d'atténuer les effets de chaleur urbain pour plusieurs raisons, et là on ne fait pas mieux pour rafraîchir la vie.
Et comme je vous l'ai dit, l'eau, c'est une ressource qui est locale, vulnérable en quantité et en qualité. Donc, et ce qu'on constate aussi sur le territoire, je vous ai parlé de la sécheresse, mais on a aussi des épisodes pluvieux qui sont plus intenses et plus fréquents et qui renforcent le risque d'inondation. On a aussi des phénomènes de ruissellement et de glissement notamment sur les zones agricoles. Donc, pour nous, une gestion adaptée de la ressource en eau, elle est vraiment décisive pour la résilience du territoire métropolitain. Et bon, pour ça, alors je sais que je suis à Touré, donc vous maîtrisez les questions de gestion intelligente fluviale. C'est vraiment, c'est ici qu'est né vraiment c'est vraiment une mille exemples pour la gestion intelligente des eaux pluviales. Donc c'est des sujets connus, mais pour les rappeler, donc l'idée c'est de gérer l'eau au plus proche du point de chute, favoriser l'infiltration des eaux pluviales plutôt que leur ruissellement, désartificialiser, perméabiliser les sols, faire des moues, que les parkings soient faits en infiltration. Et toute cette gestion intégrée, elle est plus économique qu'une gestion traditionnelle. C'est-à-dire que si on fait des canalisations pour gérer des eaux pluviales, au final, ça revient plus cher que utiliser la nature pour faire son travail correctement. Ça permet de désengorger nos stations d'épuration. Enfin, en termes de bénéfices, il n'y a pas mieux que la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc les exemples que je vous ai montrés, si je parle de celui qui est en bas, c'est un quartier qui est intéressant parce que 1% du temps, il va y avoir un lac qui se forme si vraiment il y a des eaux s'il y a des pluies assez fortes, il y a un lac qui se forme et le restant du temps c'est vraiment un parc dont les habitants peuvent profiter. La question de la plantation et du développement de la nature, ça pose aussi la question de la séquestration du carbone, parce qu'on peut s'appuyer sur la plantation d'arbres pour séquestrer. Ça reste un sujet qui est vu comme une aubaine et qui, pour moi, est quand même. Il faut faire attention en termes techniques sur la séquestration du carbone. Il y a vraiment. C'est intéressant. Ça permet de valoriser la plantation, c'est une autre façon de valoriser, mais il faut faire attention, ce n'est pas non plus la solution magique pour répondre à la problématique des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je trouve qu'il faut rester prudent sur la question de la séquestration du carbone. Après, il y a, le bois peut aussi servir pour le bois énergie, la production de bois énergie, ça c'est quelque chose qu'on étudie aussi chez nous. Et parfois, il peut y avoir un conflit entre des usages. On peut vouloir planter pour de la biodiversité ou planter pour du bois énergie. On ne va pas exactement le faire de la même manière. Donc, c'est vraiment une réflexion à avoir pour prendre des décisions quand il y a des fonciers disponibles. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en faire? Qu'est-ce qu'on veut vraiment valoriser? Donc, sur notre territoire, je l'ai dit, c'est vraiment une biodiversité fragile et qu'il faut préserver. Donc, on a parlé de la démarche militaire et de compenser, mais il faut toujours le répéter et toujours le marteler. C'est vraiment le sujet principal. Il faut d'abord préserver l'existant avant de penser et réduire nos impacts avant de penser à les compenser, évidemment. Et conserver la qualité environnementale du milieu qui connaît. Et donc, sur notre territoire, il y a déjà des actions qui sont faites pour la trame verte et bleue métropolitaine. Donc, on en a parlé, mais avec la préservation et la restauration de continuité écologique, la notion de corridor. La trame verte et bleue, elle est pensée à très grande échelle. C'est des projets d'envergure. On va faire une voie verte sur 10 km. Mais il faut le voir aussi comme quelque chose de complémentaire avec la question de la nature en ville. Parce que l'idée de la nature en ville, ça va être aussi de faire pénétrer cette trame verte et bleue dans la ville, certes à une plus petite échelle, mais il faut quand même faire ce lien. Il faut relier les parcs et espaces verts pour créer des corridors écologiques urbains. Et si on se pose uniquement la question de la biodiversité, on va rester en périphérie métropolitaine, mais il y a aussi la question des besoins humains qui se posent quand on parle d'adaptation au changement climatique.
Donc là, je vous ai mis la carte de développement, la carte de notre trame verte et bleue métropolitaine. Et on voit bien que donc, le cœur urbain, lillois et même les trois, là, si on applique purement une réflexion pour favoriser la trame verte et bleue, par exemple, sur point, on va se poser la question de la pertinence de planter, alors que si on réfléchit par rapport à la nature en ville, et si je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure, c'est que quoi qu'il arrive, il faut aussi planter en milieu urbain et aussi développer la nature en ville dans des milieux très urbains. Donc c'est vraiment une notion complémentaire de la notion de trame verte et bleue qui aide à vraiment se concentrer plutôt sur les corridors à conforter. Et j'en ai parlé un petit peu, mais par rapport aux besoins des habitants, il y a quand même une demande sociétale largement croissante de nature, surtout avec les confinements qu'on a connus. On se rend bien compte que c'est nécessaire d'avoir des espaces verts à proximité pour les citadins. Et par rapport à la métropole de Lille, c'est quand même un point crucial de l'attractivité du territoire. C'est que 19% des métropolitains rêvent d'une métropole plus soucieuse de son environnement et notamment avec plus d'espaces verts. Et il y en a 12% en plus qui rêvent d'un meilleur cadre de vie et d'une meilleure qualité de vie. Et il y en a 23% qui considèrent que leur principal motif d'insatisfaction, c'est leur cadre de vie. Et un des arguments qu'on utilise pour nos élus, c'est que c'est le premier point de progrès identifié pour l'accueil de cadres et d'entrepreneurs sur notre territoire. Voilà, si on n'arrive pas à accrocher les élus par l'angle de la biodiversité, l'angle de l'attractivité du territoire, il faut être celui-ci. En termes de bien-être et de santé, évidemment, la végétation en ville a des effets très positifs. Ça atténue le stress et l'anxiété, ça apaise, il y a des bénéfices pour la santé mentale, je l'ai dit avec la crise de Covid, on s'en est bien rendu compte. Et c'est aussi des espaces de vie et d'échange qui favorisent le lien social. Et même en termes de tourisme, c'est important d'avoir une esthétique paysagère pour les sports et les loisirs, d'avoir des lieux adaptés à la pratique sportive et aux activités de loisirs. En termes de pédagogie aussi, sur l'écologie, la gestion de l'eau, le changement climatique. Voilà, tout ça, ça contribue à l'attractivité du territoire. Ensuite, une fois qu'on a donné toutes ces idées et toutes ces grandes philosophies, en fait, on voit qu'on mobilise énormément d'acteurs. À la métropole de Lille, en termes de compétences, ça va mobiliser la voirie et les espaces publics, parce que c'est eux qui vont faire des projets de qualité sur l'espace public, mais ça va mobiliser les gens en charge de la stratégie foncière, les gens en charge de la nature, de l'agriculture et de l'environnement. Moi, je suis concernée au titre du climat. Et les personnes de la trame verte et bleue, les aménageurs chez nous, voilà. Donc, il y a énormément de personnes concernées et pas forcément une entité, une compétence ou une entité qui est vraiment identifiée comme pilote sur le sujet, ce qui ajoute de la complexité pour porter une politique là-dessus. Et on a une autre problématique, c'est que la répartition des compétences entre la MEL et les communes, elle est aussi à clarifier, donc là c'est un petit peu technique, mais les communes, c'est elles qui ont en charge sur notre territoire la compétence des espaces verts, et c'est un marqueur fort pour les communes, parce que c'est vraiment l'identité d'une commune, la compétence espaces verts. Mais le biais qu'on peut avoir, c'est que comme la MEL a la compétence voirie, voilà, les communes, quand il va y avoir des projets de développement d'espaces verts sur le territoire, ça va tout de suite représenter des frais de fonctionnement élevés pour elles. Et donc, voilà, dans un contexte économique délicat, donc il y a un équilibre un peu difficile là-dessus, et aussi en termes d'ingénierie, comme je le disais au début, c'est pas facile pour des toutes petites communes d'être compétentes, déjà pour le passage au zéro phyto, c'est évident pour toutes les petites communes. Et pour aller vers la gestion intégrée des espaces verts, il y a aussi une pédagogie à avoir auprès des services d'espaces verts, mais des habitants aussi parfois, parce que c'est parfois les solutions de gestion intégrée des eaux pluviales, par exemple, les nous, elles ne sont pas forcément comprises. Si on met simplement une moue comme ça ou une prairie fleurie sans expliquer que c'est normal qu'on tombe pas, c'est normal de ne pas avoir un porteur fleuri, c'est normal. Alors voilà,
on peut se heurter à des retours des habitants. Donc il y a un besoin d'accompagnement des communes auquel la MAM répond partiellement, mais il faut qu'on travaille sur le rôle de chacun et comment la MAM pourrait aider au mieux les communes pour que globalement on ait une meilleure qualité d'espace sur le territoire et qu'on les développe. Une des autres pistes, c'est vraiment aussi d'impliquer les citoyens et les acteurs privés, parce que quand on regarde le couvert végétal de notre territoire, il y a 34% du couvert végétal qui est privé, et donc c'est aussi un espace à aller voilà, où il y a des bonnes pratiques à diffuser. Voilà. Donc c'est une démarche qui doit être territoriale, c'est pas uniquement la mairie qui doit agir sur cet espace public, parce que certes ça représente un territoire très important sur le territoire, mais il faut que ça ait de la cohérence, il faut aussi impliquer d'autres acteurs. Donc, face à ces enjeux et la pluridisciplinarité du sujet, il y a un besoin de changement de paradigme et de mode de faire les projets. Parce qu'entre l'intention que je dis là et le fait de, dans chacun des projets, intégrer les principes de nature et de gestion individuelle, il y a encore de la marge. L'adaptation au changement climatique et la nature en ville, ça nécessite une acculturation et un changement global de la manière de porter les projets. Donc ça nécessite l'écriture d'un programme quand on porte un projet, ça nécessite d'intégrer la nature en ville et les enjeux associés dès la conception d'un projet d'aménagement à l'espace public, de faire un retour d'expérience et une capitalisation des enseignements. C'est des choses à tester, on n'a pas toujours bon quand on teste une solution fondée sur la nature, il faut tâtonner et tester différentes choses. On ne sait pas dire aujourd'hui ce qu'on peut planter et qui se portera bien avec un changement climatique qui évolue. Donc il y a vraiment un retour sur l'expérience et une démarche d'amélioration continue à mettre en place et préciser une gouvernance appropriée là-dessus. Et j'ai pris une citation, mais les villes doivent évoluer pour devenir plus résilientes et la végétalisation est une réponse majeure pour contenir les conséquences du changement climatique. Et seule une vision systémique et pluridisciplinaire des problématiques aux différentes échelles de l'action urbaine sera la clé des villes durables. Et c'est facile à dire, mais après à mettre en œuvre, c'est complexe. Voilà, donc c'est une action qui est en cours. Et pour quand même vous donner du concret, j'ai pris un autre exemple, de renforcer une des façons d'agir rapidement et avec efficacité, c'est d'agir sur les politiques d'urbanisme et les documents de planification, en renforçant la prise en compte des enjeux climat, gaz, énergie dans le flux. Et là-dessus, c'est une des premières choses qu'on a fait à partir de l'adoption du DCAET, parce que ça a été tout de suite identifié comme un levier très efficace. Donc on a créé une nouvelle orientation d'aménagement et de programmation qui est climat, air, énergie, risque et santé. Avant, on avait une climat, air, énergie et une risque santé. On l'a regroupé en une et pour que ça soit plus lisible, tout soit dans un document et que ça soit vraiment vu comme un mode d'emploi à destination des maîtres d'ouvrage, de projets et des collectivités pour intégrer les enjeux du plan climat, énergie régional. Et l'idée de cette OAP, c'est atténuation du changement climatique, adaptation du changement climatique. C'est là-dedans qu'on va avoir les notions de respect du cycle de l'eau, de nature en ville, de biodiversité urbaine, de maîtrise des effets des sécheresses et des canicules dont les îlots de chaleur urbains. Voilà. Et donc, des exemples de prescriptions qui sont intégrées, donc c'est pour chaque projet, réaliser un diagnostic écologique préalable, réduire l'abattage des arbres au strict nécessaire, et si l'abattage est inévitable, et seulement s'il est inévitable, compenser. Faire des choix d'espèces locales et adapter le projet. On a parlé avant de la difficulté de choisir des espèces, mais voilà, c'est une vraie réflexion à avoir sur les espèces à choisir. La limitation de la pollution lumineuse avec la question de tram noir qu'on a aussi sur notre territoire, tram effrayé. Voilà. Élaborer un plan de gestion et mettre en place des panneaux pédagogiques, parce que ça paraît bête, mais comme je vous le dis, il y a quand même besoin de cette pédagogie auprès des habitants pour que les projets soient compris. Nous, ça nous arrivait que des mous soient bouchés et que des gens
mettre des rosiers, mais il faut expliquer que non, c'est mieux. Voilà. Ça sert à quelque chose pour la gestion d'eau. Et des exemples de recommandations, donc c'est protéger la biodiversité pendant la phase chantier, concevoir des bâtiments pour réduire les dangers et les pièges pour la faune et l'accueillir, favoriser les déplacements de la faune, mettre en place des habitats, respecter la trame noire. Voilà. Je pense que du coup la prescription est plus douce que la recommandation. Et dédier des surfaces à la culture potagère et au compostage. Voilà. Et assurer une animation pour que ça puisse fonctionner. Et le but aujourd'hui, c'est qu'il y a ces prescriptions et ces recommandations, mais le but, c'est d'aller de plus en plus vers des prescriptions et moins vers des recommandations. Pour être plus prescriptif sur les notions bon, pour que l'outil soit vraiment pris en main, on a fait un travail de simplification. Et parce que là, je vous ai cité une vingtaine déjà de prescriptions qui concernent la nature, mais en tout, il y en a plus de 100. Et ce qu'on a fait, c'est une sorte de checklist sur Excel pour les porteurs de projets qui puissent dire si oui, non, chacune des prescriptions et recommandations est respectée. Et ça permet de voir est-ce que le projet respecte bien les prescriptions et recommandations. Et on permet aussi aux porteurs de projet de noter l'ambition du projet. Comme ça, il peut confronter son ambition au réel et voir si sur un projet où il a identifié des enjeux en lien avec la nature et l'eau, est-ce qu'il est vraiment au rendez-vous sur les prescriptions et les recommandations du plus. Ça permet de sortir ces graphiques en radar. Donc, en noir, vous avez l'ambition. La première partie, c'est l'atténuation, là, c'est l'adaptation, et c'est ça qui va nous intéresser avec la nature qui est notée là. Et ça, c'est pollution, risque et santé. Et donc là, on a la nature, l'eau, les FICU, et donc on va voir par rapport à l'ambition du projet en noir, est-ce qu'on a bien respecté les prescriptions et les recommandations en noir. Voilà, donc c'est un outil qui semble bête, mais on essaye de prémâcher le travail des gens qui ensuite font appliquer ces prescriptions et ces recommandations sur le terrain. Et qui échangent avec les promoteurs, parce que c'est encore un autre jeu d'acteurs. Voilà. Donc, pour conclure, je vous ai montré deux choses. Une action qui est vraiment en cours et donc la construction d'une stratégie en lien avec la nature sur notre territoire. C'est vraiment là-dessus, je vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 ans pour vous dire comment on a avancé et comment on a rendu ça concret. Et une action plus concrète qui là vraiment est générale et va permettre de favoriser la présence de